Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Et c'est une émission un peu particulière que nous propose aujourd'hui Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Il faut d'abord que je vous dise qu'un ouvrage a captivé mon été, un de ces grands livres à mi-chemin de l'histoire et de l'ésotérisme, de l'expérience personnelle et de l'enquête. Son auteur est Stéphane Alix, qui est bien connu du public pour des livres et des émissions traitant avec justesse, avec réserve des différents aspects de la parapsychologie. Il y a 2 ans, Stéphane Alix est allé faire en Amérique du Sud une retraite passagère, une mise à l'écart du monde, propice à la méditation, et là-bas, alors qu'il cherchait surtout à se remettre en plein accord avec lui-même, il s'est trouvé saisi, je crois que le terme est le plus approprié possible, saisi donc par une vision très prenante, une sorte de rêve éveillé qui l'a précipité au cœur d'un des épisodes les plus violents de la Seconde Guerre mondiale. Lors de cette expérience, en tout point spontanée, expérience qu'il a subie et non voulue, notre ami s'est retrouvé dans la peau d'un combattant allemand à sa dernière extrémité, plus précisément un membre de la sinistre SS, dont il a pu saisir et l'âge et l'identité avant d'en ressentir la blessure mortelle. Revenu parmi nous, donc de ce côté-ci de l'océan et en plein XXIe siècle, Stéphane a cherché à savoir si l'homme en question avait existé véritablement. Or, à sa profonde stupéfaction, il n'a pas tardé à retrouver dans les archives la trace d'un homme de même âge, de même identité, de même appartenance et disparu en Russie dans des conditions identiques lors de l'opération Barbarossa. Début d'une des enquêtes les plus passionnantes que j'ai jamais connues, à travers l'Allemagne jusqu'en Russie. Eh bien, Stéphane Alix est là pour nous raconter son incroyable aventure cet après-midi. Mais juste avant de lui donner la parole, Franck, vous allez d'abord évoquer le parcours d'un autre membre de la SS. Oui, en effet, les hasards de la librairie font que Nicolas Patin vient de publier chez Fayard la biographie d'un des chefs SS les plus abominables, Friedrich Wilhelm Krüger. Il m'a semblé que ce serait un préambule utile à l'expérience assez peu banale que va nous raconter tout à l'heure Stéphane Alix. Mai 1943, le ghetto de Varsovie, le ghetto juif bien entendu, est sur le point d'être définitivement liquidé par les nazis. Plusieurs milliers de juifs vont être délogés, traqués jusque dans les moindres recoins du ghetto, immeuble par immeuble, cave après cave. Ils sont raflés, déportés ou même parfois fusillés sur place. Un homme supervise cette opération. Il faut que vous l'imaginiez assez mince, la silhouette élancée d'un cavalier, le nez aquilin, les cheveux blonds coupés très courts sur les côtés, plaqués en arrière sur le haut du crâne, les yeux bleus perçants dans lesquels on décèle une forme d'intransigeance qui fait froid dans le dos. Il porte une croix gammée sur la manche gauche de son uniforme clinquant. Son nom, Friedrich Wilhelm Krüger. Il est presque inconnu du grand public et pourtant, on pourra dire de lui qu'il aura été l'un des importants bourreaux nazis, un des pires, un criminel véritablement sans scrupules. Proche du tout-puissant chef de la SS Heinrich Himmler, il a été de 1939 à 1943 son représentant dans la Pologne occupée, ce qu'on appelle le gouvernement général en Allemagne. Son action a coûté la vie, directement ou indirectement, à plus de 2 millions de personnes en Pologne. Vous imaginez ça ? Et pourtant, avant de devenir cette espèce de super bourreau, Krüger a été un Allemand à l'existence tout à fait banale, un mari aimant, attentionné, un bon père de famille. Oui, vraiment, je crois qu'on peut dire un homme assez normal, qui aurait pu voir en ce jeune homme d'ailleurs plutôt sympathique, poli et même charmant, nous disent certains, un criminel en puissance. Rien ne laissait présager sa cruauté future. Comment ce jeune homme qui était enthousiaste dans ses belles années, a-t-il pu se transformer en à peine 2 décennies en l'un des pires bourreaux de l'histoire ? Qu'est-ce qui a conduit Friedrich Wilhelm Krüger à devenir l'incarnation du mal ? C'est très intéressant cette question, de chercher la faille en quelque sorte, s'il en existe une. Parce que le plus inquiétant, ce serait peut-être que ce parcours ne comporte aucune véritable cassure. C'est un fel que nous cherchons. Vous savez, un tout petit fel. Ève Ruggieri nous parlait l'autre jour du fel dans la porcelaine. Oui. Je retiens cette image parce que c'est vraiment ça. Parcours sans aspérité a priori, confondant de normalité, nous dit son biographe Nicolas Patin, qui parle d'un bourreau ordinaire. Alors, comment est-ce qu'on devient un bourreau ordinaire ?
L'auteur suggère plusieurs hypothèses. Le déclassement social, ça c'est incontestable et on sait par quels affres a pu passer l'Allemagne des lendemains de la Première Guerre mondiale. Le poids des idéologies et le fanatisme, bien entendu, l'effet de masse et d'entraînement, l'appartenance à cette génération perdue des soldats de la Première Guerre mondiale dont on n'a pas fini 100 ans plus tard de dénombrer tous les effets pervers. Friedrich Wilhelm Krüger est né à la toute fin du 19e siècle, est né en 1894 dans une famille où l'on était militaire de père en fils, son père est colonel. Il mourra au front, ce père, dès les premiers jours de la Première Guerre mondiale. Ça n'est pas nul, ça bien entendu. Et dès sa tendre enfance, le jeune Friedrich Wilhelm, Frédéric Guillaume si vous préférez, se destine à une carrière militaire. À l'adolescence, il entre dans la prestigieuse école militaire de Karlsruhe, qui forme à l'époque l'élite d'une armée qui doit tout au canon prussien. Quand je dis canon, là je parle des règles, je ne parle pas des armes. Il apprend là les valeurs du courage, du sacrifice, de l'honneur. En 14, au moment où s'embrase l'Europe, sa vie bascule, il a 20 ans, il est formé au métier des armes, il est prêt au combat et il s'engage avec enthousiasme, disons-le, dans cette grande guerre. C'est comme ça que nous l'appelons nous ici. C'est que la grande guerre en Allemagne, c'est plutôt celle de 70, entre parenthèses. Il est officier, il est cavalier, il croit dans une victoire rapide de l'Allemagne, sauf que on connaît la suite. Très vite, c'est la désillusion. Il ne s'attendait pas à toute cette violence, à cette cruauté qui sidère littéralement les combattants lorsqu'ils arrivent sur le front. C'est une guerre industrielle que cette guerre mondiale. L'horreur lui saute au visage de plein fouet, et d'autant plus que les premiers mois de la guerre, du côté allemand, ont été tout particulièrement meurtriers. Dans son journal, il décrit, je cite, « les visages couverts de sang, des bras, des mains criblés de balles ». Il se désigne lui-même dans ce journal, extrêmement important pour nous le journal, si on veut essayer de répondre à la question que j'ai posée tout à l'heure, sur l'origine de la fêlure. Il se désigne comme un cochon des tranchées. À ce moment-là, il est difficile de voir dans cet officier qui s'insurge contre l'horreur de la guerre un nazi en puissance, avouez-le. Donc arrive la défaite de 1918, choc violent pour tant et tant d'Allemands, non seulement ceux qui ont combattu dans les tranchées sur le front, dans les assauts, mais d'une façon plus générale pour la population. Krüger avait toujours imaginé cette victoire rapide d'une Allemagne qu'il ne conçoit pas autrement qu'héroïque. Il refuse de se résoudre à la défaite. Et comme des milliers de ses compatriotes, face à l'humiliation du traité de Versailles, face au déshonneur que subit son pays, il refuse de se rendre à l'évidence. Ses repères ont tendance à s'embrouiller à ce moment-là, ses valeurs s'effondrent, il se radicalise, pour employer un terme qui nous est devenu peut-être un peu trop familier. Il adhère au mythe du coup de poignard dans le dos, il s'accroche à un certain nationalisme qui veut relever l'honneur de l'Allemagne, il refuse de poser les armes, il s'engage dans un corps franc et il va participer à une tentative de putsch en 1920. Finalement, il doit bien finir par s'y résoudre. Il faut retrouver la vie civile qui en réalité pour lui est une chose totalement inconnue. C'est pas négligeable non plus cet aspect-là. Et le voilà de retour chez sa mère, puisque son père encore une fois est mort dans la guerre. Il a 26 ans, il trouve un emploi dans une librairie berlinoise, il rencontre une jeune femme dont il tombe amoureux, elle s'appelle Elisabeth Rasehorn, qu'il surnomme Lie. Il l'épouse l'année suivante, grâce à des contacts de sa femme, il est employé dans une entreprise de nettoyage de la ville, c'est une entreprise publique, il est assimilé fonctionnaire si vous voulez. Et désormais, il entre vraiment dans une vie normale. Le jeune couple a emménagé dans un modeste appartement de Berlin, Krüger aime sa femme, il s'occupe très attentivement de leurs 2 fils, il s'investit dans les résultats scolaires, il est le premier à organiser les anniversaires, etc. J'insiste sur ce genre d'aspect pour bien montrer que nous ne sommes pas en face d'un cas psychiatrique a priori. Il est passionné depuis toujours par l'équitation, lui, par ailleurs. C'est un amoureux des chevaux. Tous les matins, on le voit galoper dans la forêt de Grunwald, à l'ouest de Berlin. Il emmène parfois son fils aîné, Joachim. Il fait encore sombre à Grunwald. L'atmosphère matinale de l'automne est magnifique en pleine nature, note-t-il dans son journal. Vous voyez, il a cette sensibilité même à la nature. Les Krüger, néanmoins, ne vont pas être épargnés par l'effroyable crise économique qui secoue cette Allemagne des années 20 et qui ébranle toute la société. Bon, il y a l'hyperinflation, ça on en a parlé des dizaines de fois, ça nous rappelle nos souvenirs scolaires, vous savez, l'inflation de 1923, la crise de 29-30,
Financièrement, le couple n'arrive pas à s'en sortir, on n'arrive pas à joindre les deux bouts chez les Krüger, et en 29, Krüger lui-même perd son emploi. Les années qui suivent sont pour lui une descente aux enfers. Voilà le déclassement dont je parlais. Il est là, au bout du chemin. Alors, est-ce que c'est un désir de revanche sociale qui le fait s'inscrire au parti nazi, ou est-ce que tout ce que j'ai raconté jusqu'ici le pousse d'une certaine manière assez naturellement? En tout cas, après l'amertume des années 20, Krüger va connaître une ascension fulgurante au sein du parti. C'est sa revanche et c'est évidemment pour lui le pire des dangers. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Cet après-midi, Franck, vous nous racontez la vie d'un bourreau ordinaire, Krüger. Nous suivons son histoire depuis 14 heures. Il a été grand chef SS dans la Pologne occupée. Est-ce que vous pouvez, avant que l'on reprenne le parcours de Krüger, nous rappeler ce que c'était que la SS? Alors, SS, ça veut dire Schutzstaffel, hein, c'est un acronyme, escadron de protection, c'est le principal service d'ordre du parti nazi. C'est une sorte de police parallèle que très tôt Hitler a eu. J'allais dire la bonne idée, en tout cas l'idée assez forte d'instituer l'ASS est créée en 1925. Elle est d'ailleurs issue elle-même d'une organisation qui plus tôt avait été créée, 4 ans plus tôt, les SA, les Sturmabteilung, section d'assaut, organisation paramilitaire du parti nazi que l'on surnomme les chemises brunes. Et vous savez que le chef des SA, c'était Ernst Röhm, bien entendu. Et puis, petit à petit, c'est donc Heinrich Himmler, ce glaçant personnage, qui va prendre la tête des Schutzstaffel et qui va étendre l'influence de la SS. Il cherche à prendre l'ascendant sur les SA et pour s'en démarquer, il recrute les SS sur des critères de plus en plus stricts. Il faut prouver son appartenance à la race aryenne, on en reparlera tout à l'heure avec Stéphane Alix. Il faut montrer patte blanche, si je puis dire. Alors, on revêt des uniformes noirs conçus par Hugo Boss, entre parenthèses, en 1933. On a tendance à l'oublier, ça. En 1934, Hitler et Himmler vont jusqu'à éliminer Röhm. C'est la fameuse nuit des longs couteaux. Hein. On entendait tout à l'heure un extrait du film de Visconti. L'ASA est définitivement liquidée au profit de l'ASS qui devient le grand outil, non seulement de répression et d'ordre, mais disons-le, de terreur du NSDAP, du parti nazi. Et au sein du parti nazi, Krüger, qui a commencé comme simple fonctionnaire, est chargé d'organiser des réunions publiques. Seulement petit à petit, il se rapproche d'un certain nombre de dignitaires, notamment du fameux Heinrich Himmler, tout puissant chef des SS. Et là, c'est une complicité qui va se nouer entre les deux hommes. Et là, c'est aussi un aspect qu'il ne faut jamais négliger, c'est la dimension humaine des liens et des relations que vous pouvez établir dans une organisation comme celle-là. C'est une organisation, j'allais dire comme une autre, en tout cas, c'est une organisation humaine. Grâce à Himmler, Krüger gravit rapidement les échelons dans le parti. En 1933, il est nommé chef AV, c'est-à-dire qu'il est responsable de toute la formation prémilitaire des jeunes pour l'ensemble du Reich. Et puis 3 ans plus tard, en 1936, il est carrément responsable des unités équestres de la SS. Je vous dis, il a toujours aimé les chevaux, cet homme-là. Krüger, oui, donc faut bien faut trouver des liens. Ouais. Krüger rêve de grandeur, il veut sans cesse plus de responsabilité. Et dans une lettre, Himmler lui écrit: je sais que tu ne te sens pas totalement épanoui et heureux dans tes attributions actuelles. Je te l'ai déjà dit rapidement à l'oral, j'ai l'intention de te confier des tâches plus larges. Je ne veux pas laisser passer l'occasion de te remercier profondément pour l'accomplissement toujours si constant de ton devoir et de ton dévouement loyal envers le mouvement. La guerre va permettre à Krüger d'atteindre ces hauts grades dont il a, somme toute, toujours rêvé. Une semaine après l'invasion de la Pologne par l'Allemagne, nous sommes donc là le 8 septembre 1939, Krüger est nommé URSS und Polizeiführer, c'est-à-dire chef de la police des SS en Pologne. Il a 45 ans, il est désormais à la tête de milliers d'hommes. Sa mission, renforcer la germanité dans cette Pologne occupée. Ce sont toutes les grandes obsessions d'Hitler, vous savez. Favoriser l'implantation des Allemands de souche, lutter contre les mouvements de résistance polonais. Krüger et le reste de l'administration nazie s'installent à Cracovie, dans la résidence des rois de Pologne, le grand château Wawel qui surplombe la ville. Les nazis renomment la forteresse le Burg et ils la parent de grands drapeaux à croix gammée comme ils ont fait un peu partout. Mais en Pologne, c'est une occupation profonde, dure et terrible. Sous les ordres de Krüger et du gouverneur général Hans Frank, la terreur commence.
Hitler a exposé les lignes directrices du traitement de la Pologne dès août 1939. La destruction de la Pologne restera l'objectif premier, a-t-il dit. Pas de pitié, agir avec la plus grande brutalité. Le droit est du côté du plus fort, extrême dureté. Ça, c'est ce qui s'appelle des orientations claires. Peu à peu, les Polonais vont être chassés de leur propre territoire. Ils sont éliminés, asservis. En 1940, Kruger participe à une réunion importante sur l'éradication des élites polonaises. En général, il est assez peu loquace en réunion, il est réputé pour sa froideur, son caractère très impassible. Il se contente ce jour-là d'évoquer un certain nombre de points techniques quand on le lui demande. Il cite les chiffres, si vous voulez. Et en face de lui, il a le grand Hans Frank, le gouverneur de la Pologne, que Kruger ne peut pas voir en peinture. Depuis le début de la guerre, les deux hommes se livrent une guerre d'influence. Les contours de leurs postes respectifs, il faut le dire, n'ont pas été très clairement définis, donc il y a des empiètements permanents. Leurs relations transpirent la rivalité. Les deux hommes n'ont rien pour s'entendre. Larry Thompson nous le dit. Kruger était impassible, pédant et d'une froideur bureaucratique, alors que Frank était lunatique, méfiant, extrêmement sensible à la critique. Beaucoup plus fragile d'une certaine manière. Ce jour-là, Hans Frank expose l'objectif de l'occupation extraordinaire de pacification. C'est le terme que la haute direction du parti a choisi pour définir cette action-là. En finir avec la classe dominante intellectuelle polonaise. Nous n'avons pas besoin de déporter ces éléments dans les camps de concentration du Reich, car cela ne fera qu'occasionner d'inutiles échanges de lettres avec des membres des familles. Au contraire, nous allons liquider la chose sur place, vous vous rendez compte? Nous le ferons dans la forme la plus simple. Messieurs, nous ne sommes pas des assassins. Évidemment. Dans les semaines qui suivent, sur les ordres de Frank et de Kruger, tout ce qui constituait l'élite de cette société, la fine fleur de la société polonaise, les profs d'université, les intellectuels, les écrivains, les prêtres, les entrepreneurs, les gens qui ont une activité politique sont assassinés, non pas par dizaines, ils sont assassinés, c'est une élimination de masse, par milliers. Les mouvements de résistance polonais ne s'en multiplient pas moins. En avril 1943, Kruger est visé par un attentat alors qu'il était en train d'emprunter un boulevard de Cracovie, il était dans sa voiture avec son chauffeur, la voiture prend feu, Kruger n'est pas touché. Le lendemain, Himmler lui fait livrer une limousine blindée. Ça n'a fait que le renforcer dans ses décisions, bien entendu. Outre la destruction de ces élites polonaises et de ce qui constitue la base même de la résistance polonaise, Kruger s'est vu octroyer une mission de taille, l'anéantissement de la population juive de Pologne. Parmi toutes les fonctions attribuées à Kruger en 1949, raconte Nicolas Patin, il en est une dont il se montrera digne et qu'il mena jusqu'au bout sans faiblir, la destruction totale des Juifs. Quand il franchira la frontière de la Pologne en 1939, il y avait 3 millions de Juifs sur l'ensemble de ce territoire. Quand il en repartit en novembre 1943, il n'en restait presque plus aucun. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Nous sommes au cœur de l'histoire de l'un des grands chefs SS de la Pologne occupée. Il s'appelle Kruger et cet homme vient de se voir octroyer une mission, celle d'anéantir la population juive de Pologne. Et oui, alors vous savez, ce Kruger a fait établir des cartes d'identité pour tous les Polonais avec nom, date de naissance, religion. Pour les Juifs et pour les Tziganes, carte jaune avec un grand J, un grand T, et peu à peu, l'exploitation des Juifs par le travail va se mouvoir, va évoluer en politique d'extermination. Kruger fait ériger les camps de Belzec, de Treblinka, de Sobibor, de Majdanek. C'est lui. En février 1943, il reçoit l'ordre de la part de Himmler de liquider le ghetto de Varsovie et l'opération est prévue pour le 19 avril 1943. Elle doit être organisée par le colonel von Zammern, mais celui-ci n'est pas assez préparé, il doit faire face à la résistance juive et une véritable bataille s'engage dans le feu. Les grenades, les bouteilles incendiaires, les SS ne parviennent pas à venir à bout des 900 combattants juifs qui tiennent tête à plus de 2000 soldats nazis. Et là, Kruger est furieux. L'échec de Zammern, le meilleur de lui, on le voit tempêter, hurler au téléphone. C'est une honte, dit-il, un désastre politique et militaire, une tache sur l'honneur et la réputation de la SS. Est-ce que vous imaginez jusqu'à quel degré d'inversion de toute forme de valeur on peut arriver là? Le colonel von Zammern est donc limogé, remplacé par le trop célèbre Jürgen Stroop, et Kruger ordonne à Stroop de brûler le ghetto maison par maison. Seulement cette fois-ci, Kruger ne se contente pas de superviser l'opération depuis son bureau, si je puis dire. Il se rend sur place le 2 mai
de mai 43. Un officier SS qui était là racontera la scène à laquelle Krüger assiste alors, je cite. De nombreux juifs se sont réfugiés sur les toits des maisons en flammes, tandis que des quartiers entiers sont en train d'être rasés. Ils sautent au mépris du danger sur d'autres toits pour essayer de sauver leur vie. Krüger donne alors l'ordre de faire tirer sur ces fugitifs. Un enfant de 3 ans est abattu. Un homme de la troupe regardant la scène laisse échapper un signe de pitié. « Pauvres gens », murmure-t-il. Krüger l'entend. Le temps, sans lui reprochant de ressentir de l'empathie pour les Juifs, il s'arrange pour le faire sanctionner les jours suivants. Et quelques jours plus tard, Jürgen Stroop livrera à Krüger le fameux rapport de cette action, généreusement illustré. Il y a des photos et le rapport s'intitule « Le quartier juif de Varsovie n'est plus ». Si Krüger a mené à bien sa mission, il finit tout de même par perdre son poste en novembre 43. Et oui, il y a toujours cette rivalité avec Hans Frank qui a fini par avoir raison de lui, qui a obtenu son renvoi. Et en Allemagne, devant l'avancée imminente des troupes soviétiques, on commence de plus en plus à craindre la défaite pour Krüger. Cet homme qui s'est engagé avec tant de fanatisme dans la guerre. Vous imaginez bien que la capitulation, c'est inimaginable. Une nouvelle défaite, une nouvelle humiliation. Krüger ne voit plus qu'une seule issue, la mort. Hitler a déjà mis fin à ses jours le 30 avril 45, vous savez, suivi par Goebbels le 1er mai 45. On connaît toute cette histoire horrible du suicide de Goebbels. Eh bien, 2 jours après la capitulation allemande, le 10 mai 45, alors qu'il vient de fêter ses 51 ans, Krüger se suicide lui aussi. Krüger abandonne sa femme et ses 2 fils dans un geste inexplicable, nous dit Nicolas Patin, si l'on se fie à ses lettres des mois précédents. Voyait-il venir le jugement ? Hans Frank, lui, fut pendu à Nuremberg l'année suivante. Bonjour Stéphane Alix. Bonjour. Je tenais à raconter le parcours ordinaire d'un SS extraordinaire, si je puis dire, celui de Krüger, pour nous mettre, j'ai envie de dire, dans l'ambiance de ce qui va suivre. Car ce que vous avez vécu, vous, l'expérience que vous allez nous raconter maintenant et qui est la plus inouïe qu'on puisse imaginer, cette expérience met justement en scène un homme qui aurait pu être un très brave homme et qui est devenu à son tour un SS. Alors pas un SS du niveau, du grade et de la responsabilité de Krüger, mais tout de même un SS. C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes cet après-midi sur Europe 1 au cœur de l'histoire de ces hommes ordinaires devenus des soldats de la SS et nous allons en parler avec Stéphane Alix. Il est écrivain, journaliste, fondateur de l'INRES, fondateur du magazine Inexploré et surtout auteur du livre Lorsque j'étais quelqu'un d'autre, paru chez Mama Édition il y a quelques jours. Alors il faut que je raconte à nos auditeurs, Stéphane Alix, que nous nous sommes vus juste avant mon départ. J'allais dire en vacances, non, c'était la veille de mon départ pour le Tour de France, mais vraiment à la veille de l'été, vous m'avez tendu un livre qui n'était pas encore paru en me disant j'aimerais bien que vous lisiez ça. Donc je l'ai lu et pour tout vous dire, dès la 15e page, j'étais complètement happé par ce livre. Vous nous racontez une expérience qui au départ était une expérience personnelle. Nous allons faire une pause, si je puis dire, dans cette émission très dure sur les SS pour raconter ce qui vous est arrivé à vous. On est donc il y a 2 ans et demi, vous décidez d'aller faire, comment est-ce qu'on peut appeler ça, une retraite en Amérique du Sud ? Oui, un petit point. Il y a des moments de la vie où effectivement on a peut-être besoin de faire un peu le bilan. De se poser. On le fait souvent quand on est à 15 jours de mourir en soins palliatifs. On se dit c'est dommage, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Donc là, j'essaie d'anticiper un petit peu et de le faire au milieu de ma vie. Voilà, parce que je frôlais le burn-out, je cumulais trop d'activités. Et donc je suis parti au Pérou, mais j'aurais pu partir en Ariège ou n'importe où. C'est plus le fait de me couper du monde qui était important. Ce centre-là au Pérou, c'est une sorte de lieu où il y a des, comment on pourrait appeler ça, des petites maisons, des bungalows dans lesquels on peut s'isoler. On a de contact quasiment avec personne, sauf une cuisinière qui vient 2 fois par jour, c'est ça ? L'objectif était vraiment d'être coupé de tout, de mes mails, de mon téléphone, de la moindre sollicitation extérieure. Donc effectivement, je vivais dans une toute petite maison avec les murs faits en moustiquaire, dans laquelle on m'apportait à manger. Je passais ma journée à faire soit des exercices physiques, soit de la méditation, et vraiment un travail d'intériorité et d'exploration intérieure en fait. Et au bout d'un certain temps, combien de jours arrive Une petite semaine. Au bout d'une semaine, vous êtes, c'est la fin de la matinée en fait ? Oui, c'est ça. Vous êtes allongé sur votre lit, en train de penser, vous aviez les yeux ouverts, vous n'êtes pas en train de rêver, vous n'êtes pas dans un sommeil dit paradoxal, loin de là en fait. Vous êtes complètement réveillé, tout à fait. Et vous avez une vision.
C'est pas vraiment une vision, c'est que vous savez, dans ces moments d'ennui, je décide finalement de me laisser aller, de laisser mon esprit un peu vagabonder. C'est le principe même de la méditation, là, pour le coup. Voilà, c'est une sorte de méditation. Et ce qui est assez curieux, c'est que mon esprit vagabonde, je vois des scènes, je me vois voler au-dessus de la vallée dans laquelle je suis installé. Et puis d'un coup, il y a des éléments qui sont surprenants, qui sont comme des éléments que je n'attendrais pas à voir. Et ces éléments, ce sont déjà des silhouettes d'hommes avançant, et puis en me rapprochant de la scène, je vois que ces hommes avancent derrière des chars. Et qu'il y a de la neige. Et instantanément, il y a une espèce d'émotion énorme qui me saisit. Je m'aperçois et je sais que ces hommes sont des soldats SS. Je sais que l'un d'eux s'appelle Alexander. À leurs insignes et au crâne, aux têtes de mort qui sont sur le... C'est un savoir immédiat. C'est comme si je le sais. Sans avoir besoin de le voir, oui. Je vois rien de particulier et je sens une espèce de proximité très forte avec l'un de ces hommes que je vois prendre un éclat d'obus instantanément dans la gorge, s'écrouler au sol. Et puis, encore une fois, cette expérience est très, très intense. Vous le vivez de l'intérieur, c'est-à-dire que vous sentez, vous, atteint par un éclat d'obus, ou vous voyez de l'extérieur cet homme atteint? C'est les deux situations. Alternativement, je suis à l'extérieur, à 1 mètre ou 2 de lui, j'observe la scène, et à d'autres moments, j'ai l'impression d'être glissé dans son corps, à sa place. Mais tout ça est... L'émotion que je ressens m'empêche de focaliser ou de réfléchir trop à ce que j'observe. Je pense que si j'avais réfléchi, l'expérience se serait arrêtée d'ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai vraiment tout lâché, je me suis laissé embarquer dans cette émotion. Et voilà, je sais qu'il s'appelle Alexander, je sais qu'il est Obersturmführer, je ne parle pas un mot d'allemand, mais ce grade me vient immédiatement à l'esprit. Très rapidement, son nom de famille me vient aussi, Hermann. Je vois un tatouage avec 25, et puis je vois cette scène de la mort se répéter une fois, 2 fois. 25, c'était son âge. Je l'ai découvert bien après. J'avais vaguement entendu parler que les SS étaient tatoués, mais j'ai appris plus tard que c'était leur groupe sanguin qu'ils avaient tatoué à l'intérieur du bras. Là, j'ai vu le chiffre 25, qui effectivement s'avère être son âge. Et en fait, j'ai bien conscience de l'incongruité de mon invitation aujourd'hui ici, dans le cadre de vos émissions historiques. Donc je veux vraiment rassurer les auditeurs sur la rationalité de ma démarche. Imaginez-vous, chers auditeurs, qu'à l'issue de cette émission, vous alliez vous allonger sur votre lit ou dans une chaise longue, vous laissiez votre esprit vagabonder et tout d'un coup, vous rencontrez un personnage avec autant de détails. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous feriez ? Vous voulez savoir si oui ou non il a existé. Exactement. C'est ce que vous avez fait. Quand vous rentrez en France, vous n'avez de cesse de foncer sur Internet, parce qu'évidemment, là où vous étiez, il n'y avait pas de connexion, il n'y avait pas de réseau, il n'y avait rien. Vous voulez voir ce qu'il en est. Très curieusement, pas autant intensément que ça. C'est-à-dire que j'ai envie de vérifier, mais j'y crois pas une seule seconde. Je crois pas une seule seconde. Ça vous paraît pas possible. Pas possible. Et quand effectivement, rentré en France, je googleise ce nom, Alexander Hermann Obersturmführer, je tombe sur des listes de soldats et d'officiers SS, et je vois qu'il y en a un. Il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 4, il n'y en a pas 0, il y en a un. Coïncidence. Pour moi, c'est une coïncidence. Il ne peut pas s'agir d'autre chose. Et c'est tellement une coïncidence à mes yeux que je laisse traîner ça et je ne m'en occupe plus du tout. Il va s'écouler presque 1 an avant que je décide de recommencer la recherche et que là, je découvre, par une succession de hasards qui sont racontés en détail dans le livre, un dossier militaire, parce que beaucoup de... C'est-à-dire qu'il y a des chercheurs, là il y a des chercheurs qui sont des historiens patentés, extrêmement pointus, très érudits, qui connaissent absolument tous les recoins de la SS, si je puis dire, et qui vont vous aider, qui vont vous piloter et qui vont vous amener à trouver le dossier de cet homme. Donc vous avez eu l'impression de voir cet homme de très près, vous avez presque eu l'impression d'être lui-même. Et la vraie question qui se pose, Stéphane Alix, vous allez y répondre là dans un instant, aussitôt après la publicité, c'est est-ce que vous avez vu cet homme ou est-ce que vous avez été cet homme ? Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Au cœur de l'histoire d'une expérience assez inédite et assez étonnante cet après-midi. Cette expérience, vous la découvrez dans un livre, il s'appelle « Lorsque j'étais quelqu'un d'autre ». Il est signé Stéphane Alix, c'est votre invité cet après-midi, Franck Ferrand. Il est écrivain, journaliste, fondateur de l'INRES, fondateur du magazine Inexploré. Ce livre est paru chez Mama Édition, il vous a fasciné pendant tout l'été. Franck, eh bien sachez que vous n'êtes pas le seul, puisqu'Amélie Nothomb m'a dit « C'est une histoire fascinante qui m'a tenu en haleine de bout en bout ». Oui, c'est exactement ça. Alors, ce qu'il faut quand même préciser, Stéphane Alix, pour ceux qui nous rejoindraient en cours ou qui ne vous connaîtraient pas, tout le monde n'a pas forcément la télévision, vous êtes quelqu'un de réputé. Alors, vous êtes passionné par les questions paranormales, vous avez consacré une grande partie de votre vie professionnelle à ces questions, mais vous êtes par ailleurs quelqu'un de très sérieux, avec les pieds sur terre. Vous n'êtes pas le psycho-glinglot de service, hein, non mais je le précise. C'est gentil de le préciser. Mais effectivement, moi j'ai été catapulté sur ces sujets-là de façon presque accidentelle, enfin littéralement, quand j'ai vu mon frère mourir devant mes yeux dans un accident de voiture, ça m'a
propulsé devant des interrogations existentielles vertigineuses. Et l'utilisation de mon métier de journaliste et de ma rationalité pour explorer ces questions-là, qu'est-ce que la conscience, y a-t-il une vie après la mort, etc., de pouvoir le faire de façon rationnelle en gardant les pieds sur terre est formidablement excitant parce qu'on découvre des pans entiers de réalité. Et en même temps, le fait que vous soyez très habitué à ces questions, que vous ayez fréquenté un nombre incalculable de médiums, que vous ayez rencontré dans le monde entier des gens qui avaient des rapports très particuliers à l'au-delà, disons les choses en général, fait peut-être que ça vous a permis, ça a facilité, vous, votre lien avec ce personnage sur lequel nous allons revenir dans un instant. J'imagine que moi, qui suis beaucoup plus, entre guillemets, rationnel, j'aurais eu plus de mal, sans doute, à entrer en contact comme ça avec... Mais est-ce que vous arriveriez à ne faire rien du tout pendant 15 jours d'affilée, Franck ? Je ne sais pas, il faudrait faire la tentative. Pas de livre, pas de téléphone, rien du tout. C'est très passionnant. Pour vraiment vous mettre en possibilité de dire à votre inconscient ou à vos dimensions... Il faut un lâcher-prise quand même très important pour arriver à vivre ce genre d'expérience-là. L'intuition ou la connexion à ces dimensions inconscientes de nous-mêmes n'est possible que si on leur laisse la place. Et à quel moment de nos journées trépidantes leur laisse-t-on la place ? On passe notre vie, notre journée en permanence dans une activité, mail, téléphone, texto, bouquinage, dans le métro on joue. Enfin, il n'y a pas 2 minutes d'affilée dans notre journée où on peut être simplement à ne rien faire, à laisser venir ce qui viendrait. Lâcher prise. Mais c'est ça le secret de cette affaire probablement. Alors, et c'est accessible à tout le monde. Il suffit juste de s'en donner la peine. Nous allons venir à l'enquête que vous avez menée, qui est passionnante et qui est parfaitement historique. Après tout, en grec, enquête, ça se dit historia, n'est-ce pas ? Mais cette enquête, elle s'appuie évidemment sur une expérience et sur une conviction. On a le sentiment, même si j'ai bien remarqué que vous ne le dites jamais clairement, mais on a le sentiment que vous avez d'emblée l'impression d'avoir été Alexander. Vous avez été ce jeune soldat tué dans l'opération Barbarossa, c'est-à-dire dans l'invasion de la Russie par les Allemands. Voilà, en octobre 1941, le 20 octobre précisément 1941. 20 octobre 41, et vous voyez qu'aujourd'hui nous sommes le 20 octobre, il y a 76 ans. Effectivement, cette enquête a commencé quand j'ai réussi à récupérer, par l'aide d'un historien dont vous mentionniez tout à l'heure le concours, réussir à obtenir le dossier militaire d'Alexander Herman, qui contient son acte de décès. Et c'est vraiment cet acte de décès qui, pour moi, a constitué un espèce de moment fracassant dans mon enquête, parce qu'il stipule qu'Alexander Herman est mort d'un éclat d'obus à la gorge, exactement comme vous l'avez vécu. Voilà. Donc je me suis dit, nom, prénom, grade, tout ça peut être une coïncidence. Tout d'un coup, que les circonstances de la mort soient précisément celles que j'ai vues, tout d'un coup, là, je me suis dit, non, être rationnel, c'est mener l'enquête. Être rationnel, à ce moment-là, ce n'est plus balayer le truc en disant, bon, c'est encore un truc bizarre. Et donc, en étant rationnel et cartésien, j'ai ouvert cette enquête, j'ai commencé à travailler sur cette période de l'histoire, en explorant aussi son dossier militaire qui contient des centaines de pages, et en me rendant en Allemagne, en faisant un travail de journalisme. On va venir à l'enquête dans un instant, mais je veux vraiment aller au bout de cette question. C'est vous, Alexander Herman ? Alors, cette question, elle ne peut pas être tranchée de façon définitive. C'est une hypothèse de travail. C'est mon hypothèse de travail qui va conduire toute cette enquête. Pourquoi ? Je ne partage évidemment aucune des idées de ces gens et de ce régime. J'en suis même absolument à l'opposé. En revanche, je suis habité de cauchemars et de violence depuis l'adolescence. Je suis devenu reporter de guerre. C'était une espèce de pulsion impérieuse qui m'a conduit à partir à 19 ans à rejoindre des Moudjahidines en Afghanistan qui luttaient contre les soviétiques. Donc cette histoire d'un homme participant à une des plus abominables guerres et exterminations de l'histoire, elle trouve un écho en moi dans cette espèce de questionnement terrifiant et terriblement difficile à vivre que j'ai depuis plus de 30 ans. Qu'est-ce que c'est que le mal ? Comment est-ce que des hommes peuvent commettre de telles horreurs ? Ça n'arrive pas, si vous voulez, comme un cheveu sur la soupe. Tout d'un coup, il y a une sorte d'écho fort qui me fait dire, effectivement, peut-être que des cauchemars que j'ai faits, qui parfois sont extrêmement nets et que je raconte dans le bouquin de façon extrêmement troublante, peut-être que ces cauchemars, en fait, c'est pas les miens et c'est celui de cet homme. Ça, c'est quand même, là, évidemment, c'est ce qu'il y a de sidérant dans cette histoire. Et vous allez entrer en contact avec des descendants d'Alexander. C'est-à-dire qu'il avait une famille, cet homme-là, par définition. C'est difficile de la retrouver. Hein. Ça a été très difficile, d'autant plus que ne pratiquant pas l'allemand, ça complique encore plus mon enquête sur le terrain. Mais effectivement, un des aspects troublants aussi de la vision, c'est qu'en dehors de sa scène de mort et de scènes propres au lieu de là où il a été tué en Russie, il y a d'autres scènes qui se sont présentées dans mon expérience de rêve éveillé, et notamment la rencontre avec une petite fille. Il n'y a pas de femme, il y a un autre homme à un moment, un autre homme dont il semble avoir des liens très très forts, et une petite fille qui doit avoir 2-3 ans avec des cheveux blonds coupés courts.
Et cette petite fille, quand je découvre qu'Alexander a réellement existé, que c'était réellement quelqu'un ayant vécu et qui a été marié, parce que je découvre qu'il a été effectivement marié, je me dis, est-ce que c'est sa fille ? Et si elle avait 3 ans à cette époque-là, alors elle est peut-être encore en vie. Elle est peut-être encore en vie. Et ça va être un des fils de mon enquête. Je vous propose de ne pas révéler tous les secrets de ce livre. Hein. Il faut laisser, bien entendu, il faut laisser à chaque lecteur le plaisir de découvrir petit à petit, à mesure que vous menez l'enquête, les découvertes que vous faites. Mais sans rien révéler, je pense qu'il faut que nous allions quand même jusqu'au bout, jusqu'en Russie, et que nous en profitions pour dire un mot de ces fameux SS. Parce que, à l'occasion de cette enquête, vous vous êtes plongé dans l'histoire, du coup. C'était un domaine que vous ignoriez complètement et que vous découvrez. Ah, vraiment, j'ai passé plus d'1 an à la fois d'enquête de terrain et de lecture de documentation. J'ai dû constituer une bibliothèque aussi importante que la vôtre, peut-être, sur la question. Et effectivement, j'ai été assez fasciné de découvrir comment cette question que vous posiez en retraçant l'itinéraire de Kruger, comment est-ce que quelqu'un d'a priori normal, né en Allemagne, dans un pays civilisé, ayant produit Goethe et un certain nombre d'autres personnes éminentes, comment est-ce que ce pays peut plonger dans une horreur absolue, et comment des gens qui pourraient être nos voisins, nos amis, des gens tout à fait fréquentables, en viennent à commettre des atrocités pareilles. Donc je me suis plongé là-dedans. Je découvre que la SS n'est, comme vous le soulignez... C'est une administration, en fait. C'est une sorte de milice privée, en fait, oui, d'un parti politique qui, effectivement, accédant au pouvoir, va essayer de prendre le plat sur toutes les autres administrations, l'armée en premier, sur les puis instances la police. habituelles et officielles. Exactement. Oui. Et ce qui était d'autant plus étonnant... Il y a une armée à côté de l'armée, il y a une police à côté de la police. C'est ce qu'il faut bien comprendre avec le régime nazi, en fait. C'est ça. Et cette police SS, cette armée SS est constituée, comme vous l'avez souligné, d'être triée sur le volet. Il n'y a pas de recrutement qui soit systématique. Il faut passer une porte d'entrée. Ce qui est assez curieux, c'est que dans les documents que j'ai récupérés des archives allemandes, il y a à la fois le dossier militaire d'Alexander Hermann et il y a son dossier de mariage. Et quand j'ai demandé à l'historien qui m'aidait, mais comment se fait-il qu'il y a un dossier de mariage ? Il m'a dit, les SS, pour se marier, devaient se soumettre à une enquête approfondie sur leur origine pour prouver leur pureté raciale. Et effectivement, dans les documents que j'ai récupérés, c'est du grand délire, mais pourtant ça a été institué comme une règle absolue il y a 80 ans en Allemagne. Il faut faire la preuve de la pureté de ses ancêtres, et la biographie d'Alexander, la généalogie d'Alexander et de sa femme est examinée jusqu'à la 5e génération dans ce dossier. Et la biographie aussi, d'ailleurs, au passage. Mais oui. Quand vous avez pour la première fois vu sa photo, vous l'avez reconnue par rapport à la vision qui avait été la vôtre au Pérou Alors la première photo que j'ai reçue est une photo très floue, très noire. Elle est très mystérieuse, elle est belle d'ailleurs, elle est reproduite. On voit pas bien son regard, effectivement, elle est dans le cahier central du bouquin. On voit pas bien son regard, donc j'ai pas eu une confrontation. Et puis très honnêtement, moi je suis toujours, sur le rasoir d'Occam, je suis toujours à pencher du côté rationnel. Donc quand je vois cette photo, je me dis, oui, j'ai envie de le reconnaître, donc mon affect va polluer la perception première que je vais avoir de cette photo. En revanche, il y a une autre photo qui est publiée dans le cahier du bouquin en vis-à-vis, qui est la photo originale que j'ai obtenue des archives de Berlin bien après la fin de l'écriture du bouquin. Et là, effectivement, dans l'intimité de la découverte de cette photo, j'ai reconnu son regard. Parce que pendant l'expérience que j'ai vécue au Pérou, pendant cette confrontation avec lui, il y a eu des échanges de regards extrêmement intrigants, extrêmement provocateurs même dans l'expérience. Et cette espèce de regard perçant, je l'ai reconnu sur cette photo. Alors, vous n'êtes pas allé seulement dans plusieurs villes d'Allemagne, vous n'avez pas seulement fait le travail d'anamnèse qui consiste à se resituer dans les années 20, dans les années 30, dans ces villes d'Allemagne, etc., qui pour certaines n'ont pas tant changé que ça. Vous n'avez pas seulement rencontré un grand nombre de personnes sur lesquelles nous ne nous appesantirons pas. Vous êtes aussi allé un certain 20 octobre sur les lieux mêmes de la mort d'Alexander Hermann. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes cet après-midi sur Europe 1 au cœur de l'histoire d'un homme, de 2 hommes peut-être, on va dire ça comme ça, Alexander et Stéphane. Stéphane Alix, c'est votre invité. Franck Ferrand, il est écrivain, journaliste, fondateur de l'INRES, fondateur du magazine Inexploré et surtout auteur de Lorsque j'étais quelqu'un d'autre chez Mama Édition. Lorsque j'étais quelqu'un d'autre, cette personne, ce jeune SS qui meurt pendant les opérations du siège on n'est pas très loin de Leningrad à l'époque, enfin on est un peu au sud de Leningrad. Il faisait partie du groupe Armée Nord. Voilà, c'est ça, le groupe Armée Nord. Et il meurt un certain 20 octobre
1941 et nous sommes aujourd'hui le 20 octobre 2017. Vous êtes allé sur place. Alors là encore, je ne veux pas tout révéler, mais vous étiez un 20 octobre à l'endroit même où il tombe. Et c'est très difficile de retrouver l'endroit où il tombe parce que comment fait-on lorsqu'on est confronté à des récits militaires pour savoir exactement où se trouvait tel bataillon à tel moment précis ? Alors, les archives, et notamment les journaux de marche de la division Très Tretelnikov, précises, les archives, sont très précises et ils nous sont parvenus jusqu'à aujourd'hui un certain nombre d'éléments. Donc, les différents historiens qui ont travaillé dessus ont pu localiser les différents bataillons. Donc, je savais avec plus ou moins de précision entre quel village le bataillon d'Alexander se trouvait et plus précisément même sa compagnie. Mais ensuite, sur place, pour moi, je suis entré dans une espèce de frénésie d'enquête en fait sur ce livre-là. Je voulais tout vérifier, ce qui était possible de vérifier. C'est ce qu'on ressent, c'est ce qui est passionnant d'ailleurs. Aller dans chaque lieu qui était impliqué. Le moindre détail, il n'y a rien qui est laissé au hasard tout. en fait. Ouais. Et en fait, la petite nouveauté, c'est que cette fois-ci, j'ai aussi écouté mon intuition. Ça peut paraître un peu bizarre, mais je pense que cet outil peut être fournisseur d'informations, pour autant qu'il puisse être mis en parallèle avec une démarche très cartésienne et très rationnelle. Donc j'ai sans cesse oscillé entre une enquête classique avec une généalogiste en Allemagne, avec des historiens en Russie, un guide sur place, etc. et l'écoute de ce qui se passait en moi. Parce que finalement, cette histoire, elle est peut-être aussi grammée en cœur de moi. Je m'en suis guéri, je m'en suis détaché, mais pour ça, il fallait que je la connecte et que je m'ouvre à cette dimension de moi, à cet être qui existe peut-être encore en moi d'une certaine manière. Et donc, j'ai essayé de le laisser s'exprimer. Et c'est aussi une des raisons qui m'a décidé à écrire ce livre. C'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont concernés par des histoires similaires. Dieu merci, beaucoup de gens n'ont pas forcément apporté ce que j'ai apporté. En revanche, on a tous une part d'ombre et on a tous la possibilité de la mettre en lumière et de la regarder et de s'écouter. Ce livre, en fait, c'est jusqu'où je peux m'écouter, jusqu'où je peux essayer de me comprendre et de m'explorer. Donc, dans cette écoute, il y a un outil qui est l'intuition, le sixième sens, qui n'est pas un truc farfelu, qui n'est pas un truc inventé. Que nous avons tous à des degrés divers. Que nous avons tous et que nous devons écouter, que nous pouvons écouter. Et donc, j'ai essayé de me fier à ça. Et ce qui était assez curieux, c'est que dans mon enquête, et notamment en Russie, sur le jour de sa mort, sur le lieu de sa mort, je me laisse aller à l'écoute de mon intuition. Je vois ce que cette intuition m'apporte comme information et je la vérifie ensuite. Ça, c'est inouï. Et ce qui est très troublant, c'est que tout ce que je vérifie s'avère. Ah, c'est incroyable. C'est-à-dire que, évidemment, nous, du point de vue d'une émission historique comme la nôtre, ce qu'il y a d'inouï, c'est le degré de précision de l'enquête que vous menez. Cette enquête, assez peu d'historiens l'ont menée sur le terrain. Vous savez que moi, je suis un grand partisan du travail sur le terrain, in situ. Je suis toujours effaré de voir ces chercheurs qui restent dans leur bureau, dans leur bibliothèque. Il faut aller sur place, il faut enquêter sur place avec les archives ad hoc, c'est fondamental, et ça vous le faites à un niveau à mon avis assez rare, pour un résultat qui plus est. Et ça vous a amené à lire aussi beaucoup. Énormément. Vous avez réfléchi à cette période de la Seconde Guerre mondiale du coup. Ah mais énormément. Et comme vous le dites, l'enquête de terrain sur place est extraordinaire parce que les traces, même si ça se passe donc plus de 76 ans après, sont encore visibles. Quand j'ai arpenté les forêts de cette zone qui se trouve à l'est de ce qu'on appelait le chaudron de Demiansk, qui était une zone dans laquelle la division SS a été encerclée. D'ailleurs, on comprend d'un seul coup beaucoup mieux toute l'opération des nazis en Russie à l'époque. Oui. C'est passionnant votre livre de ce point de vue, c'est que tout prend place très clairement. Hein. C'était Merci. Non, mais c'est assez passionnant. Sur le terrain, on le voit. On voit encore les bunkers, on voit encore les zones où étaient camouflés les soldats. On se promène dans la forêt. Et on sent presque la dimension de cette guerre encore présente dans les bouleaux, dans les arbres et dans les villages russes. Est-ce que vous avez lu ce livre qui est ce grand roman allemand antimilitariste qui est ressorti après avoir sommeillé pendant très longtemps dans les archives russes et qui s'appelle Éclair lointain de Heinrich Gerlach sur la percée à Stalingrad. Il fait partie de ces très nombreux livres que j'ai lus. Effectivement, je l'ai lu après avoir fini le livre parce qu'il est sorti cet automne. Oui. Mais je l'ai lu effectivement. Et on est dans dans la même ambiance, dans la même atmosphère. Ce sont les mêmes sujets qui se posent, les mêmes questions qui se posent. Oui, là, il évoque la bataille de Stalingrad et qui a été effectivement... Je ne suis pas persuadé qu'Alexander Herrmann se les soit posés. On ne saura jamais ça. Là aussi, comme vous l'avez pu le constater dans le livre, je pense avoir pu lui donner la parole à certains moments en ressentant les émotions. J'ai aussi participé, moi, à des conflits. J'ai été impliqué sur des zones de guerre, sur des lignes de front, dans ma vie précédente en tant que journaliste. Et je pense que ça m'a donné aussi la capacité à me connecter aux émotions, à la terreur, à la violence qu'il a pu ressentir sur le terrain.
Merci beaucoup Stéphane Lins. Je voulais aussi citer À la mesure de nos silences de Sophie Loubière aux éditions Fleuve Éditions, qui parle de cette révolte en France de jeunes soldats SS musulmans. C'était en septembre 1943, le 13e bataillon de soldats SS de la division 13 s'est mutiné à Villefranche-de-Rouergue et la révolte a été matée sous les yeux des habitants avec une cruauté absolument extraordinaire. Ce livre donc s'appelle À la mesure de nos silences de Sophie Loubière. Le vôtre de livre, je pense que nous avons expliqué ce qu'était ce livre assez extraordinaire. Lorsque j'étais quelqu'un d'autre, donc de Stéphane Alix, chez Mama Édition. Merci beaucoup. Merci. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.